Bienvenue dans cette émission du 9 juin 2023 de ma Web TV sur laquelle je vous présente une information cash, accessible, honnête et sourcée que vous ne trouverez pas dans les médias de masse. Je suis totalement libre et indépendant et je documente en vous donnant les références tout ce que je présente de sorte à ce que vous puissiez vérifier par vous-même l'intérêt et la validité des informations partagées. Étant moi-même citoyen franco-suisse, j'ai le privilège d'observer les deux nations et ce qu'il se passe de part et d'autre de la frontière. Et j'observe par exemple que face à la déliquescence de la démocratie et de l'état de droit en France, tyrannisé par le gouvernement Macron, beaucoup de personnalités et de groupes s'intéressent au référendum d'initiative citoyenne en espérant que cela puisse être un antidote à la dérive gouvernementale ou parlementaire. Et j'ai envie aujourd'hui de vous présenter un sujet suisse, puisqu'il y aura dans une semaine une votation précisément par référendum sur un certain nombre d'objets, dont deux principaux qui sont évidemment très prégnants aujourd'hui. Le peuple suisse se prononcera sur une loi fédérale sur la protection du climat et sur des modifications de la loi Covid qui a déjà été ratifiée à 2 reprises par le peuple malgré une très forte opposition. Commençons par la question climatique. J'aimerais partager avec vous, pour commencer, que j'ai moi-même des convictions environnementalistes extrêmement prononcées. J'ai été à l'époque, il y a 20 ans, président pour la ville de Genève du parti écologiste Genevois, qui à l'époque cherchait la voie d'une pensée complexe en étant ni de droite ni de gauche et n'avait pas encore basculé dans le dogmatisme qu'on voit aujourd'hui, hélas, au sein des partis écologistes. Et donc cette fibre est toujours aussi présente, notamment je suis très préoccupé par la disparition de la biodiversité, la pollution des sols, de l'air et de l'eau, et je crois qu'il faut vraiment agir de manière extrêmement engagée pour la protection de l'environnement. Toutefois, la question climatique est devenue quelque chose d'autre dans le paysage cognitif actuel. Il y a aujourd'hui ce dogme qui s'est diffusé avec les mêmes ressorts structuraux que la propagande autour du Covid, c'est-à-dire l'affirmation d'un consensus scientifique qui dans les faits n'existe pas, que l'activité humaine produit un réchauffement climatique qui met en péril l'avenir de l'humanité et de la planète. Et donc, vous voyez, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il est dû à l'activité humaine, qu'il s'accélère avec le temps. Or, nombre de spécialistes contestent cette affirmation. Par exemple, ce soi-disant réchauffement est inféré de mesures prises sur les villes, et on sait que le goudron, le béton, le bâti, l'absence d'espace vert produit un réchauffement qui n'existe pas en nature, alors que si on observe les mesures faites par satellite à l'échelle de la planète, sur les différents écosystèmes et les océans, eh ben il n'y a pas de réchauffement actuellement en cours. On observe également une manipulation des données, c'est en tout cas ce qu'affirment les personnes qui contestent la réalité de ce réchauffement. Donc vous voyez, c'est très facile à faire, étant donné qu'il y a des fluctuations naturelles en permanence. Par exemple, ici on a pris volontairement la tranche 2013-2022 pour dire qu'il y avait un réchauffement de 0,2 degrés centigrades, mais si on avait pris 2014 à 2023, il n'y avait pas d'augmentation, et si on avait pris 2015-2023, il y avait une baisse. Et donc c'est toujours facile de truquer les statistiques et l'important est de pouvoir de manière transparente discuter des chiffres. Les relevés météo officiels montrent effectivement un réchauffement de 0,5 degrés en 123 ans, tout en sachant qu'il y a eu une succession de cycles de refroidissement et de réchauffement au cours de l'histoire. Actuellement, on est 2 degrés inférieur à la température moyenne de la Terre à l'époque romaine. Et d'après les relevés officiels, il y a même une tendance négative depuis 10 ans, confirmée par exemple par le fait que l'Antarctique, qui devait perdre 20 000 milliards de tonnes de glace d'après les estimations, en a en fait gagné 661 milliards sur la période 2009-2019. On nous a aussi annoncé l'élévation du niveau des océans, évidemment que ça n'a pas été le cas. Donc vraiment la question est, pouvons-nous avoir un débat honnête sur ces questions
ainsi que sur la question fondamentale du CO2. On nous explique par exemple que l'utilisation d'énergies fossiles, mais qui pour l'instant ne peuvent pas être remplacées, surtout si on démantèle tout le parc nucléaire, serait à l'origine de ce réchauffement par gaz à effet de serre. Or, eh bien non, là non plus, il semble bien que ça ne soit pas le cas. C'est-à-dire que la diffusion de CO2 d'origine anthropologique est tout à fait insuffisante pour avoir le moindre impact sur le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, on observe même que le CO2 est à un niveau bas historique. Oui, le CO2 est à un niveau bas historique, alors que c'est la nourriture des plantes. Et donc, à ce stade, il faudrait en réalité plus de CO2. Donc, vous voyez, sur ces deux questions du réchauffement et du taux de CO2, pouvons-nous avoir un débat honnête et intelligent, et non pas une propagande à base de pseudo-consensus. Alors je rappelle aussi qu'il y a une déclaration qui a été signée par plus de 1500 scientifiques, dont des prix Nobel, des gens qui sont tout à fait comparables en termes de crédibilité et de compétences à ceux qui prétendent qu'il y a un réchauffement climatique, qui parlent « il n'y a pas d'urgence climatique » et qui relèvent des erreurs sérieuses à l'intérieur du rapport du GIEC. On se souviendra que le cofondateur de Greenpeace, M. Patrick Moore, a dit qu'il est fermement convaincu que l'avenir montrera que toute cette hystérie sur le changement climatique n'était qu'une pure invention. Et puis Robert Kennedy Jr., candidat démocrate à l'investiture pour l'élection présidentielle de 2024, lui exprime sa conviction que les questions climatiques et de pollution sont exploitées, exactement comme le Covid l'a été. C'est une autre crise qui est mise en avant pour pouvoir déposséder la classe moyenne et les milieux défavorisés de la population pour enrichir les gens qui sont déjà les plus riches et les plus puissants. Et donc le résultat de ces affirmations dogmatiques et qu'on n'a plus le droit de contester, c'est le risque d'adopter des lois contraignantes comme celle qui est soumise en votation en Suisse, qui passerait par une restriction gravissime des libertés. Et j'en donne ici juste 3 exemples, les fameux villes de 15 minutes. Donc l'idée, c'est que vous puissiez trouver tout ce dont vous avez besoin pour vivre dans un rayon de 15 minutes de votre domicile, et qu'il soit possible de clôturer ce système lorsqu'on estime que des questions climatiques ou sanitaires l'exigent, et donc que vous soyez confiné dans un rayon de 15 minutes autour de chez vous, que l'on peut éventuellement corroborer avec cette autre information que le Forum économique mondial, qui se profile de plus en plus comme un gouvernement non élu, non démocratique, non philanthrope, mais lui a décidé qu'il fallait réduire de manière drastique le parc automobile, donc de véhicules individuels, que d'ici 2050, nous soyons passés de 1,4 milliard de véhicules à 500 millions, et voilà, ça c'est l'agenda qu'ils ont en tête. Est-ce qu'il correspond à la nécessité de la situation? Est-ce qu'il correspond à nos envies, à nos besoins? La question est posée. On parle bien sûr déjà de passe carbone, nous aurions chacun un crédit carbone que les autorités calculeraient et qui, une fois qu'il serait épuisé, conduirait au fait que nous ne puissions plus nous déplacer, que nous ne puissions plus acheter, etc. Donc vous voyez, amusant échange entre Lacroix, qui avait écrit, plusieurs études décrivent sur Twitter des gens qui remettent en cause la réalité du dérèglement climatique, donc vous voyez, le dogme est toujours là, mais crie également un complot qui vise à instaurer une dictature climatique en France. Et Philippe Murer, économiste éclairé, lui dit « mais non, c'est le BFM et le Parisien qui l'évoquent, parce qu'effectivement, ça fait partie des projets des dirigeants qui sont aux commandes. » Et puis on a tous entendu ce rapport, mais terrifiant de la Cour des comptes, qui énonce que, à cause de l'élevage bovin, enfin de l'élevage tout court, mais bovin en particulier, la France ne pourra pas respecter ses engagements et donc qu'il faut réduire de manière drastique le cheptel bovin, et on parle même de limiter à 30 grammes de viande par personne la possibilité de consommation. Les dessinateurs de presse parviennent souvent à résumer à l'essentiel ce dont il est question, mais voilà un futur possible dont je ne sais pas s'il est désirable pour nous. Je mange des insectes et la température baisse.
Alors je reviens très brièvement de nouveau sur ce climat d'intolérance, de dogmatisme, de chasse aux sorcières, de harcèlement. Donc rappelons que le chef du service météo à France Télévisions s'est fait virer pour avoir critiqué le GIEC et la pensée unique en la matière, dans un livre Climat Investigation. Donc de nouveau, est-ce qu'on peut réfléchir aux choses? Est-ce qu'on peut débattre des choses? On voit tout de suite cette logique de dissidence. On nomme dissidents tous ceux qui s'opposent, et vous voyez que la Fondation Jean Jaurès, où sévit bien sûr Tristan Mendès France, Rudi Reichstadt, enfin un ensemble de propagandistes profondément malhonnêtes, elle s'effraie que 4 Français sur 10 adhèrent à des énoncés climato-complotistes. Ça, si je traduis en bon français, c'est se pose des questions valables et ose ne pas se soumettre aux diktats idéologiques. Alors faisons encore un petit détour par l'idéologie effectivement de ceux qui promeuvent cette vision du monde et tout l'arsenal qui va avec. Donc je rappelle cette tribune qui est parue dans Le Monde il y a quelques mois où l'association Démographie Responsable disait réduire la population contribuerait à l'atténuation du réchauffement climatique en disant que ça serait une bonne solution de diminuer la fécondité des êtres humains. Est-ce que c'est vraiment l'agenda humaniste que nous avons à l'esprit? On nous fait croire aussi à une surpopulation, qui elle aussi est une donnée fausse. La Terre pourrait héberger beaucoup plus d'êtres humains que ça n'est le cas aujourd'hui, et de toute manière les courbes de natalité tendent à baisser. Mais vous voyez, Jane Goodall, qui est une grande primatologue, très respectable dans sa science, mais au Forum économique mondial, a dit « Nous pourrions résoudre toutes les questions climatiques, dont on a vu a priori qu'elles n'existent pas, en dépopulant la Terre de 7,5 milliards de personnes. C'est-à-dire que si on redescendait au niveau où nous étions il y a 500 ans, c'est-à-dire qu'il y a 450 millions de personnes au lieu des 8 milliards que nous sommes actuellement, eh bien tout irait bien. Et de nouveau, que ce genre d'énoncé ne fasse pas réagir et éventuellement sauter au plafond, questionne en soi. Alors, creusons un peu plus loin, et on voit effectivement que le membre fondateur du GIEC, M. Strong, était également administrateur et membre du conseil exécutif de la Fondation Rockefeller. Ok, gardons ça en réserve. Alors pour venir sur les questions sanitaires, pendant que tout le monde est occupé à s'énerver sur autre chose, l'OMS vient de valider la création d'un système de certification numérique mondiale inspiré du pass sanitaire, pour faciliter la mobilité. C'est tellement pratique d'être pucé et d'être surveillé en permanence. En plus, on sait que les gens à la tête de l'OMS veulent notre bien. Je rappelle que Tedros, le directeur général, est accusé de crimes de guerre pour avoir encouragé la torture et les assassinats alors qu'il participait à une organisation terroriste, et que l'OMS est aujourd'hui totalement inféandée à des intérêts privés. Mais donc, il annonce tranquillement le lancement du passeport vaccinal mondial, incluant les dossiers médicaux des voyageurs, avec l'intention qu'il soit impossible de voyager sans. Donc le secret médical, le fait que vous ayez accepté de vous faire vacciner contre ceci ou cela, que vous soyez sous traitement de ceci ou cela, vous oubliez, vous êtes désormais transparent à Big Brother. Et puis, évidemment que c'est toujours intéressant de voir qui paye commande, dit-on, qui finance le certificat Covid numérique de l'OMS. Eh bien, ce sont Bill Gates, la Fondation Rockefeller et compagnie. Alors pourquoi est-ce qu'évidemment ça me fait soulever un sourcil suspicieux? C'est que je vous rappelle que les mesures de contrainte comme le confinement n'étaient prévues dans aucun plan de pandémie au monde. On sait que c'est inutile et destructeur et attentatoire gravement aux libertés fondamentales. Et en fait, la seule origine des mesures terroristes d'État qui nous ont été infligées était ce texte de la Fondation Rockefeller publié en 2010, qui était un espèce de scénario de science-fiction dystopique axé sur la préoccupation comment pourrions-nous obtenir de la population volontaire qu'elle accepte de se soumettre à un pouvoir autoritaire, et notamment dans cette dimension lockstep. C'est-à-dire comment est-ce qu'on confine les gens du fait d'une menace terroriste, du réchauffement climatique ou d'une question sanitaire. En 2010. Donc vous voyez, l'intention était présente depuis très très longtemps, et tiens, on apprend aussi que la Fondation Rockefeller en question vient d'annoncer une initiative avec l'OMS pour
identifier les pandémies créées par le réchauffement climatique. Donc, on voit la jointure. Alors, éloignons-nous de la question du changement climatique. Je vous renvoie, si vous voulez creuser, à cet exceptionnel entretien avec Philippe Bobola, dans le cadre de covidup.ch. Philippe Bobola qui est anthropologue, physicien, biologiste, un savant de très grande envergure, et qui résume dans cette présentation, je crois, l'essentiel de ce qu'il y a à savoir, au moins pour avoir un minimum d'esprit critique. Ou encore aux travaux de Christian Jorondeau, polytechnicien, essayiste, ancien haut fonctionnaire, qui à la fois dans un livre mais aussi de nombreux articles et émissions apporte des données contradictoires avec celles affirmées par le GIEC. Alors en ce qui concerne la votation sur la loi Covid en Suisse, il faut rappeler qu'il y a eu des omissions d'informations délibérées de la part des autorités, et même le ministre de la Santé, qui se trouve actuellement être président de la Confédération, ça tourne chaque année en Suisse, le fait qu'il ait donné des fausses informations à la population, de sorte à l'induire en erreur. Par exemple, voyez ce qu'il écrivait, les vaccins contre le coronavirus assurent une protection durant au moins 12 mois, ah bon, soit beaucoup plus qu'attendu jusqu'à présent, ah bon, une bonne nouvelle et une raison de plus de se faire vacciner. Voilà, alors c'est un exemple parmi 50 autres, mais vous vous souvenez comment les meilleurs épidémiologistes au monde, comme Jay Bhattacharya, John Ioannidis, Martin Kulldorff, Sunetra Gupta, ont dit les principaux pourvoyeurs de désinformation et de fake news au cours de cette crise ont été les experts de plateau, les médecins de plateau et les autorités gouvernementales. Et donc vous voyez qu'un hebdomadaire suisse a interpellé Alain Berset en lui disant « Mais dites enfin la vérité ». On a découvert par ailleurs qu'il avait manipulé l'opinion publique en faisant fuiter des informations sur les mesures que le gouvernement s'apprêtait à prendre pour préparer l'opinion publique, ce qui évidemment est totalement illégal. Alors, une commission d'enquête parlementaire a été nommée, et comme on pouvait le redouter, rien pour l'instant n'en est sorti. Et puis, là on en revient au référendum d'initiative citoyenne. Lorsque le peuple doit voter sur quelque chose, ensuite il y a une brochure qui est faite où le gouvernement exprime son point de vue et les opposants expriment leur point de vue. Et là, on a vu une somme de manipulations, et notamment le fait que la brochure envoyée aux citoyens pour la votation du 13 juin 2021 ne contenait pas la question du certificat Covid, qui était centrale à la décision qui allait être prise. Et notamment en lien, écoutez bien ça, avec un communiqué du gouvernement le 21 avril 2021, alors qu'il était engagé à fond dans la propagande pour la campagne d'injection génique expérimentale, le gouvernement s'est engagé dans un communiqué envers la population, envers le peuple souverain, en disant « Lorsque tous les adultes qui le souhaitent auront été pleinement vaccinés, la phase de normalisation pourra commencer. Le Conseil fédéral estime que les restrictions sociales et économiques ne se justifieront plus dans ce cas. Les mesures restantes devront être levées. Cette stratégie sera maintenue, même si, contrairement aux attentes, la propension de la population à se faire vacciner reste faible. » Et qu'est-ce qui s'est-il passé une fois que tous les Suisses qui le souhaitaient ont été vaccinés? Le Conseil fédéral a maintenu les mesures inutiles et absurdes qu'il avait implémentées, mais on a imposé de supplémentaires, dont le pass sanitaire, qui était une monstruosité sanitaire et éthique. Encore, je me permets de citer Jay Bhattacharya, un des meilleurs épidémiologistes au monde, qui a dit que en octobre 2021, en se basant sur le fait que les personnes vaccinées étaient infectées, il a tweeté, c'est-à-dire pris position publiquement sur le fait que le vaccin n'empêchait pas la transmission, et donc toute l'idée d'un pass sanitaire était absurde. Voilà. Mais de tout cela, le Conseil fédéral n'a absolument pas tenu compte. Je rappelle aussi que M. Alain Berset fait l'objet d'une plainte pénale pour abus de pouvoir posée par le banquier suisse Pascal Nadjadi pour la raison suivante. Un mois avant la seconde votation populaire sur la loi Covid, qui s'est déroulée au mois de novembre 2021, il avait affirmé publiquement que le certificat Covid permettait de prouver qu'on n'était pas contagieux, alors même que la chef de la section contrôle des infections de l'Office fédéral de la santé publique avait affirmé 3 mois plus tôt, on le savait déjà, que les vaccinés étaient tout autant contagieux que les non-vaccinés.
Et donc, il a affirmé quelque chose de faux, de fallacieux, qui a induit en erreur, bien sûr, la population, qui en Suisse est encore relativement docile, c'est-à-dire qu'elle fait confiance à ses autorités et n'imaginerait pas que les autorités mentent de manière délibérée ou donnent des informations qui soient fausses. Et pour l'instant, la plainte a été refusée par le ministère public de la Confédération, qui est l'équivalent du parquet national, ce qui montre bien que la justice n'existe hélas pas plus en Suisse, ou est aussi défaillante en Suisse que dans d'autres pays. Et le ministère public a osé prétendre non, les mesures étaient légitimes et finalement il n'y a rien à reprocher au gouvernement. Mais, de nouveau, l'information donnée par le conseiller fédéral était fausse et il ne pouvait que le savoir. Comme le soulignait un avocat valaisan, maître Jacques Schroeter, le gouvernement suisse a aligné une somme d'informations fausses qu'on peut appeler des mensonges dès lors que c'est délibéré, et d'infractions pénales au long de cette crise. Alors évidemment que la conclusion pour la Suisse, c'est qu'il faut impérativement voter non à ces deux objets, et vraiment dans le sens de dire nous ne pouvons pas prendre position, nous refusons de prendre position sur des textes qui prévoient des mesures contraignantes, liberticides, attentatoires aux libertés, dès lors qu'il n'y a pas un débat honnête où on est informé de manière véridique et respectueuse par les autorités et les médias, et donc il est urgent de refuser ces deux objets. Mais cela montre également que finalement le principal ingrédient dont on a besoin en démocratie, mais comme dans tous les domaines de nos vies, c'est d'honnêteté, c'est d'intégrité, c'est de bonne foi. Vous voyez, même un instrument comme le référendum d'initiative citoyenne, qui évidemment est magnifique en soi, parce qu'il donne le pouvoir au peuple, enfin plutôt il préserve le pouvoir au peuple en théorie, mais si les décisions que le peuple est amené à prendre dans ce cadre sont totalement polluées par de la propagande massive, malhonnête, déloyale et des médias de masse qui prennent en otage la population, eh bien à ce moment-là, même cet instrument devient invalide. Donc il faut de toute urgence être intraitable sur ces deux objets. Nous exigeons des autorités et des parlementaires qui nous respectent et qui soient honnêtes, et nous ne tolérons plus des médias de masse qui cherchent en permanence à induire les gens en erreur pour servir les intérêts de leurs propriétaires au détriment du bien commun. Je vous remercie. À lundi.